Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée de colloque sur ces aspects de culture et développement durable que vous nous faites l'honneur de tenir dans cette maison, la Cité des sciences et de l'industrie, qui est un des deux sites de l'établissement public que j'ai le grand honneur et plaisir de diriger, qui s'appelle Univers Science, avec un site qui est le Palais de la Découverte au cœur de Paris, et puis ce site de la Cité des sciences et de l'industrie. Je suis Claudie Aigneret, la présidente de cet établissement. Je viens simplement vous saluer avec beaucoup de plaisir et de fierté ce matin, parce que je sais que vous allez avoir une journée de travail importante. J'étais désolée de ne pas pouvoir participer à vos travaux hier. J'ai cru comprendre qu'ils avaient été très riches et je suis très heureuse pour ma part de cette coopération efficace, cette réflexion en commun entre la France et le Québec. J'évoquais juste avant d'entrer le fait qu'il y a quelques mois, j'étais au Québec à Montréal, à un moment où il y a eu un travail sur la francophonie au sein de la grande bibliothèque du Québec. J'y étais avec une de mes collègues astronautes, Julie Payette, et on avait fait une conférence et je disais que c'était juste le moment du printemps un petit peu difficile que vous avez vécu, mais on me dit qu'aujourd'hui les choses sont plus calmes et que vous pouvez envisager, mais même cette mobilisation étudiante, je pense, était là aussi dans une problématique d'un développement durable de nos sociétés, comme vous y réfléchissez aujourd'hui. Je crois que si le ministère de la Culture a souhaité tenir ce colloque ici, c'est pas simplement parce que c'est un lieu qui, je l'espère, vous accueille le mieux possible et que vous êtes satisfait des conditions de tenue de ce colloque, mais je crois que c'est un lieu assez symbolique que de vous retrouver ici. C'est donc une maison qui est un lieu de diffusion de la culture scientifique et technique, de partage des savoirs, avec à la fois des missions éducatives dédiées aux jeunes générations, mais aussi des missions, je dirais, presque d'émancipation citoyenne pour chacun, en s'appropriant les sujets de science et de technique. On a ici près de 3 millions de visiteurs qui passent, des enfants, des parents, des scolaires, des professeurs. Il y a des adolescents, il y a des tout petits, puisque vous avez vu la Cité des enfants en haut qui accueille des enfants à partir de l'âge de 2 ans. Donc on commence très très tôt ce travail sur le socle des jeunes esprits pour les convaincre d'être dans cette appropriation des outils qui leur permettront de se projeter dans un avenir et du progrès. Et on accueille bien évidemment des experts, et puis tout un chacun pour essayer de communiquer. Donc c'est un lieu assez symbolique pour se dire qu'on se projette dans quelque chose qui fait qu'on est dans un développement durable de notre société et qu'on laboure un petit peu ce socle qui permettra à chacun de s'y sentir bien. Et puis c'est aussi un lieu de carrefour, cet endroit. Je le présente souvent comme une plateforme où peuvent se rencontrer, bien évidemment, les gens du monde de la culture, les gens du monde de l'éducation, les gens du monde de la recherche, et puis du monde de la sphère économique. Et vous le verrez si vous avez le temps de parcourir un peu les espaces. On est ici, Cité des sciences et de l'industrie aussi, sur tout ce qui est l'innovation technologique et cette appropriation de ces nouveaux outils ou d'une innovation où on se place en tant que visiteur très en amont des choses, des usages, pour essayer peut-être de les améliorer. Donc ces différents mondes, des décideurs politiques, dans le grand sens du terme, des responsables économiques, des chercheurs, des citoyens, peuvent ici se rencontrer, débattre, réfléchir, partager des idées, faire des propositions, et puis pourquoi pas utiliser cette maison avec ses visiteurs et ses outils comme une plateforme pour tester des innovations. Je suis sûre que vous avez ici, avec ce colloque très novateur, beaucoup justement de propositions d'innovation, et on sera à l'écoute de vos conclusions. Si vous parcourez les espaces, vous verrez que cette problématique du développement durable, de l'environnement, est au cœur, bien évidemment, des préoccupations et des sujets que l'on veut proposer à nos publics. Nous avions accueilli encore très récemment une très belle exposition sur les océans, pour voir comment les océans intervenaient justement dans tous ces éléments de la régulation climatique. C'est une exposition qui a eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, si vous avez le temps, vous verrez qu'on est
essayé d'entrer dans le cerveau d'un génie créateur. C'est une très belle exposition, Léonard de Vinci, avec toutes les facettes de ce que Léonard de Vinci peut représenter. Quand on parle de création, d'innovation, de talent, avec les multiples formes d'intelligence que peut représenter Léonard de Vinci. Et c'est vrai que dans nos expositions, on essaie toujours sur ce qui est l'émerveillement, la magie. C'est comme ça qu'on essaie d'attirer nos publics, et puis ensuite de les conduire vers des questions formulées peut-être différemment à la sortie de ce qu'elles étaient quand ils sont arrivés dans notre site. On est, je le dis souvent, pas là pour apporter des réponses, mais là pour essayer de faire émerger justement cette façon de réfléchir tout en développant un esprit critique et en étant toujours dans la curiosité et les questions. Et je crois que ce temps d'émerveillement, par rapport à des colloques très sérieux comme celui que vous tenez aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout futile. C'est quelque chose qui est absolument important parce que l'envie, le désir, mais c'est ça qui va donner cette possibilité de s'approprier les sujets, d'aller plus loin et puis de participer et de contribuer à ce que vous pouvez élaborer tous ensemble entre ces deux grands pays qui aiment beaucoup travailler ensemble. Ce que vous pouvez faire émerger dans ces réunions communes d'intelligence collective dont on a tellement besoin aujourd'hui pour essayer de renforcer nos efforts. Tout ça pour vous dire tout simplement que je suis très très heureuse et fière de vous accueillir ici et que je vais laisser la place à la suite de ces discussions très fertiles que vous avez démarrées hier. Et on m'a dit que Edgar Morin, pour qui j'ai un respect et une admiration formidable, a su hier, là aussi, distiller quelques éléments qui étaient importants dans votre réflexion. Je vous souhaite une très très belle journée de travail et je serai à l'écoute des recommandations que ce colloque pourra permettre de faire sortir. Et puis, je l'espère, à d'autres occasions de se retrouver. Très bonne journée à vous. La première intervention de la journée, eh bien, ce n'est pas tout à fait une table ronde, c'est un dialogue. On a vu hier, notamment, il y a toutes sortes de métaphores qui ont filé à partir de ce pilier. Il a été question de faire de la culture le quatrième pilier du développement durable. Et puis après, on a parlé de ciment, de poutres. Alors, vous voyez, on est resté dans le bâtiment. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a toute une série de documents juridiques qui balisent en quelque sorte la réflexion sur ce plan. Et on va commencer ce matin. Alors, on va commencer ce matin par ce sujet, voir un peu quels sont les instruments juridiques internationaux qui reconnaissent déjà le lien entre culture et développement durable. Alors, je vous présente les gens qui vont intervenir. Je les invite à monter sur scène à mesure. Donc, d'abord, celle qui agira comme médiatrice, Madame Véronique Guèvremont, qui est professeure en droit international à l'Université Laval à Québec. Donc, Véronique Guèvremont, vous êtes également... Je vais d'abord vous introduire les uns et les autres sur scène, et puis après, je vous présenterai un peu plus longuement à votre demande, et puis, moyennant quoi, vous pourrez entrer dans le vif du sujet. Donc, avec vous, Virginie Barral, lectrice spécialisée en développement durable et en droit international à l'Université de Hertfordshire au Royaume-Uni. Et puis Hélène Ruiz-Fabry, professeure de droit public, directrice de l'école de droit de la Sorbonne à l'Université de Paris 1. Alors, je vous présente encore une fois à votre demande un peu plus longuement. Véronique Guèvremont, donc vous êtes professeure agrégée, diplômée de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous enseignez depuis 2006 le droit international à la Faculté de droit et à l'Institut québécois des hautes études internationales de l'Université Laval. Et puis, de 2003 à 2005, vous avez agi à titre d'experte associée à la division des politiques culturelles de l'UNESCO lors de la négociation de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Vos recherches les plus récentes ont notamment porté sur la dimension culturelle du développement durable.
et vous avez participé à l'élaboration de l'agenda 21 de la culture du Québec, qui, on le sait, a été adopté en 2011. Vous êtes également membre de plusieurs réseaux et regroupements qui œuvrent dans le domaine de la diversité culturelle. Donc, vous êtes la personne tout indiquée pour agir comme médiatrice. Et à vos côtés, donc, Virginie Barral, je l'ai dit, lectrice spécialisée en développement durable et en droit international à l'Université de Hertfordshire au Royaume-Uni. Donc, vous êtes spécialiste du droit international. Votre thèse en cours de publication soutenue à l'Institut universitaire européen de Florence porte sur les incidences juridiques du développement durable en droit international. Vous avez été chercheur invité à la faculté de droit de l'Université du Michigan, rapporteur de la Commission française du développement durable au ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, et puis également juriste chez Frères Chomely, Eversheds à Paris. Vous contribuez annuellement à la rubrique développement durable du Yearbook of International Environmental Law. Hélène Ruiz-Fabry, enfin, vous êtes, en plus d'être professeure de droit public, vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France, directrice de l'école de droit de la Sorbonne, c'est à l'Université de Paris 1, directrice de l'unité mixte de recherche de droit comparé de Paris. Vous êtes présidente honoraire de la Société européenne de droit international. Vous avez été experte ou expert auprès du gouvernement français, au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté française de Belgique et également de l'Agence intergouvernementale de la francophonie sur la question de la diversité culturelle. Et puis, vous avez publié plusieurs études, ouvrages, articles sur la faisabilité, l'élaboration et la mise en œuvre de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, pardon de cette présentation un peu longuette, elle était nécessaire pour que vous voyiez la qualité de vos interlocutrices. Je me tais, je vous écoute avec attention, comme nous tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Lamontagne, pour ces présentations. Bonjour à toutes et à tous. Merci à mes collègues, Hélène Ruiz-Fabry et Virginie Barral, d'avoir accepté de se prêter à l'exercice de ce dialogue sur le lien entre culture et développement durable en droit international. Et avant d'ailleurs d'introduire le sujet, je voudrais faire un petit commentaire sur le titre de la table ronde. Culture et développement durable en droit international. Hier, en fin de journée, un intervenant faisait une remarque à propos du titre du colloque qu'il n'était peut-être pas approprié d'avoir intitulé le colloque Culture et développement durable tellement il est naturel que la culture fasse partie du développement durable. Alors, ça m'a fait réfléchir au titre de notre propre table ronde et je me suis dit que, en ce qui concerne en tous les cas le droit international, ce n'est pas naturel encore à ce stade-ci. On commence tout juste à s'habituer à l'association des deux notions, mais pour l'instant, ce n'est pas naturel. Et c'est ce dont on va probablement discuter au cours de la prochaine heure. Donc, culture et développement en droit international. Pourquoi avoir choisi maintenant de faire une table ronde sur ce sujet? Bien, tout d'abord parce que lorsqu'il est question de développement durable et lorsqu'on s'intéresse en particulier aux origines de la notion même de développement durable, je pense qu'on se tourne inévitablement vers le droit international parce que même si la remise en question du concept de développement qui a mené à l'émergence de la notion de développement durable c'est sans doute produite à plusieurs niveaux, au niveau local, régional, national et international. Il est incontestable que le droit international a largement contribué à la diffusion de cette nouvelle vision du développement qu'incarne le concept de développement durable. On peut dire la même chose, se faire la même réflexion, je pense, en ce qui concerne le lien entre culture et développement durable, ou plus spécifiquement la reconnaissance formelle du lien, de l'existence d'un lien entre culture et développement durable. Il est largement admis, et sans doute depuis longtemps, que les deux notions sont indissociables. On ne peut véritablement penser le développement durable sans intégrer la culture. Ça a été dit et redit hier. N'empêche que de lier les deux juridiquement, on est en processus de le faire et je pense que le droit international
joue en ce moment une influence considérable sur cette évolution. Et c'est également ce qui nous préoccupera, mais surtout ce qui nous préoccupera au cours de la prochaine heure. Donc, on va procéder en 3 temps. On a un dialogue, effectivement. Nous avons voulu donner à cette table ronde le format d'un dialogue. Nous allons donc avoir plusieurs prises de parole. Dans un premier temps, on va se tourner vers le passé, vers les origines de la notion de développement durable. De quelle façon est-ce que ce développement durable est apparu dans les accords commerciaux multilatéraux et éventuellement en culture. Dans un deuxième temps, on reviendra sur le présent. De quelle façon est-ce que les liens entre les piliers du développement durable, je ne crois pas qu'on va entrer dans un débat sémantique sur la notion de pilier, de dimension, mais j'utiliserai le mot pilier, c'est plus facile, je pense, pour les fins de notre dialogue. Donc, quelle est la nature de la relation entre les différents piliers du développement durable aujourd'hui, en droit international? Et ensuite, on examinera de quelle façon est-ce que ce lien qui est en train de se tisser entre culture et développement durable pourra peut-être influencer l'évolution du droit international dans différents domaines. Alors, lorsqu'on se tourne vers le passé, l'origine de la notion de développement durable, c'est à Virginie Barral que revient, je pense, la première prise de parole, puisqu'elle est incontestablement une experte sur le sujet. Donc, Virginie, à vous la parole. Merci beaucoup, Véronique, pour cette introduction. Oui, moi, donc, dans cette première phase, ce que je voudrais faire, c'est essayer de retracer l'émergence du développement durable en droit international de l'environnement. Et ce qui me paraît indéniable à ce sujet, c'est que certes, le développement durable est une notion transversale et même holistique, une notion qui a vocation à s'appliquer à quasiment toutes les activités humaines. Cela dit, même s'il s'est aujourd'hui diffusé dans de nombreuses branches du droit international, c'est bel et bien en droit international de l'environnement qu'il trouve son origine. Et en fait, pour certains, la notion de développement durable aurait des origines même assez lointaines qui remonteraient à la fin du XIXe siècle. Donc Philip Sands, par exemple, voit les premières ébauches du développement durable dans une affaire qui est l'affaire des phoques à fourrure de la mer de Bering, qui date de 1893. Et il y avait eu dans cette affaire une référence à l'utilisation adéquate des phoques dans l'intérêt de l'humanité. Et pour Philip Sands, cette référence à l'utilisation adéquate préfigurait déjà l'idée de durabilité qui sous-tend le développement durable. Peter Sand, pour sa part, voit l'origine du développement durable dans des modèles de gestion forestière développés à la même époque, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, par des scientifiques notamment allemands ou d'Amérique du Nord, qui prenaient une exploitation sage de la forêt. Et là, à nouveau, l'idée d'exploitation sage sous-tendait l'idée de l'utilisation durable des ressources naturelles. Mais c'est véritablement avec l'essor du droit international de l'environnement, et en particulier grâce à l'impulsion et à l'appui de l'ONU, que peu à peu, le développement durable vient à maturation. Donc, une première étape cruciale est franchie en 1972 à la conférence de Stockholm sur l'environnement. Et à Stockholm, même s'il n'y a pas eu de mention à proprement parler du développement durable, cette conférence est l'occasion de très clairement établir le lien entre protection de l'environnement et développement économique. C'est un lien qui apparaît tout au long de la déclaration juridique issue de la conférence de Stockholm. Donc même si aujourd'hui, lorsqu'on parle de développement durable, on se réfère à quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué et complexe que la simple reconnaissance des interactions entre environnement et développement, c'est tout de même sur cette base-là que le concept a évolué. L'expression développement durable elle-même apparaît pour la première fois dans un document élaboré par l'Union internationale de conservation de la nature en 1980, qui est la stratégie mondiale de conservation. Cela dit, le texte utilise l'expression, mais il n'en donne pas encore de définition. Pour avoir une première définition du développement durable, il faut attendre 1987 et le rapport Brundtland, c'est-à-dire le rapport élaboré par la CMED, qui définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc c'est encore aujourd'hui la définition du développement durable qui est la plus citée, c'est une définition emblématique.
donc ce rapport, le rapport Brundtland, est un document clé dans la jeunesse du développement durable, car il offre non seulement une première articulation du développement durable, mais il permet aussi une certaine diffusion de la notion. Maintenant, le développement durable a été, si l'on peut dire, officiellement endossé par la communauté internationale des États comme nouveau paradigme des relations environnement-développement en 1992 à la conférence de Rio, du même nom, la conférence de Rio sur l'environnement et le développement. La célèbre déclaration de Rio, qui a été adoptée à l'issue du sommet, est une véritable déclaration à propos du développement durable. Et Rio incarne l'adoption du développement durable comme paradigme des relations environnement-développement, en particulier de par sa très large adhésion par les États. C'est-à-dire qu'un très grand nombre d'États ont adhéré à la déclaration. Mais cette déclaration innove aussi au sens où elle formule le développement durable pour la première fois en termes juridiques. Certes, elle n'est pas obligatoire pour les États, mais c'est néanmoins une déclaration juridique qui emploie l'impératif et le vocabulaire traditionnel du droit. Par contre, ce n'est qu'en 1997, à Rio plus 5, que le développement durable est finalement élargi au pilier social. À Rio plus 5, on affirme que le développement économique, l'environnement, mais aussi le développement social sont les trois composantes interdépendantes du développement durable. Et ce rééquilibrage de la notion en faveur du pilier social a ensuite été confirmé lors du sommet mondial du développement durable de Johannesburg en 2002. Donc peut-être à l'exception de ce sommet mondial du développement durable, qu'on ne peut pas vraiment rattacher à un système ou sous-système juridique particulier, les autres grandes étapes et conférences internationales qui ont façonné le développement durable se rattachent toutes à une branche spécifique du droit, et cette branche est le droit international de l'environnement. Maintenant, l'origine du développement durable est aussi confirmée, l'origine environnementale du développement durable est aussi confirmée de par sa très large diffusion dans un grand nombre de traités et conventions de protection de l'environnement. En fait, la toute première convention, la toute première référence au développement durable dans un instrument contraignant se fait avant même la conférence de Rio de 1992, se fait dès 1989 dans un traité plurilatéral, la Convention centro-américaine de San José pour la protection de l'environnement. Donc, première inscription du développement durable dans un instrument contraignant, c'est dans un traité environnemental. Bien entendu, le développement durable est aussi au cœur de quelques conventions multilatérales du droit international de l'environnement, des conventions multilatérales dites de développement durable, et notamment celles issues du sommet de Rio, c'est-à-dire la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la Convention de lutte contre la désertification. Mais au-delà de son inclusion dans ces quelques instruments phares du développement durable, en fait, le concept fait aussi l'objet d'une très large diffusion au sein de nombreuses conventions de nature environnementale. Et il apparaît en fait dans plus de 112 traités environnementaux, et dont 67 d'entre elles sont des conventions multilatérales. Donc simplement pour vous donner quelques exemples, le développement durable apparaît dans la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dans l'accord international sur les bois tropicaux de Genève, dans l'accord de Lusaka sur les opérations concertées visant le commerce illicite de la faune et de la flore sauvage, dans la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, dans la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, la Convention sur la gestion durable du lac Tanganyika ou la Convention cadre sur la protection et le développement durable des Carpates. Donc, c'est une série d'exemples pour vous montrer que l'empreinte génétique du développement durable est vraiment une empreinte environnementale. Donc, on comprend très bien pourquoi on associe si naturellement développement durable à l'environnement, non seulement au niveau international, mais au niveau national
et la difficulté qu'on peut avoir dès lors à associer une nouvelle dimension. Je pense que, on va se tourner maintenant vers le commerce. On a vu des dates clés. 1987, la première définition dans le rapport Brundtland du développement durable. 1992, premières inscriptions formelles dans des instruments juridiques, notamment des conventions qu'on associe maintenant au développement durable. C'est l'époque à laquelle on réforme le système commercial multilatéral. Donc, est-ce que du côté du commerce, on s'approprie de façon tout aussi naturelle et avec autant d'enthousiasme la notion de développement durable, ou il y a des résistances? Comment ça se passe? Alors d'abord, première chose, je n'ai jamais considéré le droit international du commerce comme un droit enthousiaste, et je ne crois pas qu'il le soit. Il est plutôt centré sur d'autres types de réalités. Et la deuxième remarque immédiate que je vais faire, c'est que rien en droit n'est naturel. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas naturel, c'est le droit. Donc quand on pense résoudre un problème en parlant de naturel avec le droit, on est en fait dans deux registres qui ne peuvent pas se rencontrer. Donc le discours qui consiste à dire que la culture est intrinsèque au développement durable est certainement extrêmement sincère, mais pour autant, il ne donnera aucun résultat en droit s'il n'est pas transposé d'une façon volontaire. Donc en l'état actuel des choses, comme ça a été dit par les précédentes intervenantes, la définition juridique du développement durable n'incorpore pas de dimension culturelle, en tout cas dans les énoncés formels. Et donc, si on doit considérer que la culture en fait partie, c'est qu'elle est une passagère clandestine. Et voilà, donc peut-être que notre travail est de réfléchir pour qu'elle devienne une passagère régulière et quel est son billet pour l'avenir. Alors en commerce, oui, bien sûr qu'on a adopté le concept de développement durable à une époque où je crois personne ne pouvait l'éluder. Il y a eu toute une phase dans laquelle le développement durable était tout autant un slogan qu'une doctrine qui avait un contenu bien consolidé. Et d'après ce qui a été dit précédemment, on aperçoit bien d'ailleurs comment ce concept s'est construit, dans sa substance, comment il s'est construit progressivement. En même temps, c'est un concept qui, à un moment donné, est devenu incontournable, quasiment politiquement correct, et donc on ne pouvait pas faire un texte sans le mentionner. Donc effectivement, on le trouve dans le droit international du commerce, et on le trouve plus précisément dans le préambule de la charte de l'Organisation mondiale du commerce, qui mentionne cette notion de développement durable. Alors, je ferai deux remarques à ce propos. Je ne dis pas simplement que le droit de l'OMC a payé son tribut à cette notion pour des raisons de correction politique. Je crois que les choses vont un tout petit peu plus loin quand même. Mais en même temps, je vais, dans le prolongement de ce qui a été dit, indiquer immédiatement que c'est en ayant en tête essentiellement les problèmes environnementaux que cette mention du développement durable est intervenue. Quand on regarde la formulation même du préambule de l'OMC, elle en rend compte. Et d'ailleurs, dans les développements ultérieurs qui ont pu intervenir, c'est toujours en relation avec l'environnement que ce concept est employé dans le droit international du commerce. Cela dit, comme cela a été indiqué, ce concept s'enrichit progressivement dans la pratique internationale. On a indiqué qu'il s'était enrichi de cette dimension sociale. Pour le moment, le pilier social ou la dimension sociale du développement durable n'a pas débouché dans le droit international du commerce en tant que tel. Elle ne fait l'objet d'aucune mention. Mais ça pourrait venir. Et si le concept de développement durable s'enrichit également d'une dimension culturelle revendiquée, cela pourra avoir effectivement un débouché en droit international du commerce. Ce que je veux signaler là, c'est que la caractéristique du concept de développement durable, c'est d'être un concept passeur. À partir du moment où il figure dans un texte, tout ce qu'il est en mesure d'incorporer est susceptible d'imprégner par porosité tous les endroits où il se situe. Donc la cause n'est pas du tout désespérée pour la culture, mais il faut savoir qu'il y a un travail à faire pour enraciner et consolider l'idée que la culture serait une composante naturelle, oserais-je le dire, du développement durable. J'en suis personnellement convaincue, mais de là à en faire une composante du concept juridique, il y a un grand pas, et je ne fabrique pas le droit international avec mes convictions.
Donc, droit international du commerce, pour le moment, le concept de développement durable est présent, donc le point de passage est présent. Pour le moment, il ne s'est incarné que dans sa dimension environnementale, à l'occasion de contentieux dans lesquels les États revendiquaient la possibilité d'appliquer des mesures de protection de l'environnement, et pour ce motif, de fermer leur marché à des produits qui ne présentaient pas les garanties ou de fabrication, disons, verte ou amis de l'environnement. Les potentialités dans le domaine culturel et social ne sont pour l'instant que des potentialités. Cela dit, la culture a parfois effleuré le droit international du commerce. On aura l'occasion d'y revenir, donc les possibilités sont présentes. Donc, on le voit bien, il a fallu attendre finalement le droit international de la culture. Il a fallu attendre que l'UNESCO se saisisse de par quelques initiatives de la question et finalement décide par la voie de ses États membres, bien entendu, de tracer, de définir, en tout cas d'identifier un lien formel entre culture et développement durable. Et ce qui est intéressant, et je vais me permettre là quelques commentaires sur le droit international de la culture, ce qui est intéressant, c'est que l'UNESCO a, depuis ses origines, réfléchi au lien entre culture et développement. Donc, on aurait pu penser que le lien entre culture et développement durable serait apparu beaucoup plus rapidement à partir du moment où la notion émerge en droit international de l'environnement. Mais il y a eu tout de même un petit décalage. Donc, je le rappelle encore, le concept, il est présent même dans la déclaration de Stockholm en 1972, l'idée qui se cache derrière le développement durable. Il est défini dans les années 80. Pourtant, à l'UNESCO, c'est à partir fin des années 90, ou dans quelques documents de rapports, on commence à faire le lien. On a parlé hier du rapport Notre diversité créatrice. On peut parler également des travaux issus de la conférence de Stockholm de 1998. Mais ce n'est véritablement qu'en 2001, dans la Déclaration universelle de l'UNESCO, que là, on établira formellement dans un premier instrument juridique, certes non contraignant, mais c'est tout de même un instrument juridique, qu'on établira pour la première fois un lien entre culture et développement durable. Et une petite parenthèse, c'est que l'ONU avait devancé l'UNESCO sur ce point, dans le sens où, en 1997, il y avait eu déjà l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution qui invitait, et là je vais faire une brève citation, les États membres à intensifier leurs efforts pour intégrer les facteurs culturels dans leurs programmes et projets de développement, de manière à assurer un développement durable qui soit pleinement respectueux de la diversité culturelle. Donc l'UNESCO n'était pas encore allée aussi loin. Elle prendra le relais à partir des années 2000. Donc j'ai mentionné la déclaration de 2001, déclaration qui aura une influence, dont le contenu aura une influence sur les deux instruments juridiques, cette fois contraignants, qui seront adoptés assez rapidement après 2001. La Convention de 2003 sur le patrimoine culturel et immatériel et la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. On a peu parlé hier de l'immatériel, donc je vais en dire quand même un mot parce que le lien est intéressant entre culture et développement durable. Le lien est d'abord établi dans le préambule de la Convention de 2003, mais c'est surtout dans le corps du texte par le biais de la définition du patrimoine culturel immatériel que la Convention s'intéresse à la notion de développement durable. Donc, le patrimoine culturel immatériel est défini. On dit que ce sont les traditions, expressions orales, les arts et spectacles, les pratiques sociales, etc. Donc, il y a une brève énumération. Mais la définition précise par ailleurs qu'au fin de la Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux en matière de droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence d'un développement durable. Donc, c'est une condition pour que le patrimoine culturel immatériel entre dans le champ d'application de la Convention, qu'il soit conforme au développement durable. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces définitions qui posent quand même certains problèmes, à mon avis, au niveau de la mise en œuvre. Par ailleurs, c'est véritablement la Convention de 2005, à mon avis, qui franchit une étape supplémentaire et déterminante dans l'établissement d'un lien juridique entre culture et développement durable.
peut-être d'abord, faut-il rappeler ce que c'est que cette convention? Je pense qu'il y a souvent des ambiguïtés qui planent autour notamment de son champ d'application. Donc, ce n'est pas une convention sur la diversité culturelle au sens large. C'est un aspect plus précis de la diversité culturelle que les États ont souhaité protéger à travers cette convention. Elle porte sur la diversité des expressions culturelles, expressions qui sont véhiculées par des biens et des services culturels. Donc, déjà, on est dans un champ plus restreint. Les objectifs principaux de cette convention étaient notamment de reconnaître la double nature des biens et des services culturels, de réaffirmer le droit des États souverains d'adopter des politiques culturelles et d'instituer des mécanismes de coopération pour encourager, pour soutenir la créativité dans les pays en développement. Et à travers les différentes dispositions qui ont été élaborées pour atteindre ces objectifs, il y a l'article 13 dont on a moins parlé en général, mais qui nous intéresse ici à prime abord, puisque cet article engage les parties à intégrer la culture. Oui, cette fois, on élargit un peu au-delà du champ d'application de la Convention, intégrer la culture dans leur politique de développement à tous les niveaux. Local, les directives opérationnelles préciseront qu'il s'agit des niveaux local, régional, national, international, en vue de créer les conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc, contrairement à la Convention de 2003 qui intégrait la notion de développement durable dans son préambule, puis dans la définition du patrimoine culturel et matériel, on va plus loin cette fois. On est dans le champ des engagements, des droits et obligations. C'est une disposition contraignante qui émerge ainsi, qui apparaît dans le champ du droit international et qui lie culture et développement durable. Moi, je dirais que le lien n'est toutefois pas confiné à cet article. Oui, il y a l'article 13 qui crée un lien entre culture et développement durable, mais moi, je suis d'avis que c'est un lien qui traverse l'ensemble de la Convention. Parce qu'à prime abord, et c'est pour ça que j'ai pris soin de le rappeler, il est d'abord question de la double dimension des biens et des services culturels, une dimension économique et culturelle. Déjà, c'est une relation entre deux piliers du développement durable que l'on souhaite qu'ils soient reconnus et pris en compte dans la mise en œuvre de la Convention, mais même au-delà de cette mise en œuvre, et on y reviendra un peu plus tard. Mais donc, voilà l'état du droit international de la culture, de ce lien. Maintenant, ces instruments sont très jeunes. Ils n'ont pas nécessairement eu de répercussions encore sur d'autres domaines du droit international. Alors peut-être, avant de se tourner vers l'avenir, peut-être peut-on faire un peu un état de la question sur la relation entre, par exemple, la culture et l'environnement en droit international de l'environnement. Est-ce qu'il y a déjà des passerelles? Est-ce qu'il y a des moyens de faire entrer la culture dans le droit international de l'environnement? En fait, Véronique, pour ce qui est de l'état actuel de la relation environnement-culture, ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, le droit international de l'environnement ignore largement la dimension culturelle. La culture est, je dois dire, la grande absente des textes juridiques relatifs au droit international de l'environnement. Tant pour ce qui est des traités internationaux que d'autres documents qui ne sont pas contraignants en tant que tels. Si l'on se penche d'abord sur la myriade de conventions internationales de protection de l'environnement, on constate un grand silence quasi total des textes. À quelques rares exceptions, il n'y a aucune mention, aucune référence à la culture dans les conventions de protection de l'environnement. Je dis à quelques rares exceptions parce qu'il y a toutefois deux exceptions qui sont notables. Il s'agit de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972 et la convention sur la diversité biologique de 1992. Alors s'agissant de la première, la convention concernant la protection du patrimoine mondial, son objet même reconnaît le lien qui existe entre nature et culture, puisqu'elle a vocation à la protection du patrimoine mondial, tant dans sa dimension culturelle que sa dimension naturelle. Donc culture et nature sont réunies ensemble au sein d'un même régime conventionnel, ce qui indique bien qu'il existe en fait une relation intime entre ces deux éléments. Sinon, pourquoi les mettrait-on dans une même convention internationale ?
Étant donné que cette convention date du début des années 70 et donc de la période qui marque l'essor du droit international de l'environnement, on aurait pu espérer que cette reconnaissance de ce lien se traduise plus concrètement dans les traités environnementaux qui ont été adoptés ultérieurement. Pourtant, ce n'est pas le cas. En fait, très vite, le lien est coupé et il faut en fait attendre 20 ans plus tard pour qu'il apparaisse à nouveau. Et donc, c'est en 1992, dans la Convention sur la diversité biologique, que les interactions entre nature et culture sont à nouveau prises en compte par un instrument du droit international de l'environnement. Et en particulier, il y a référence à la culture dans l'article 10C de cette convention qui dispose que les parties contractantes doivent protéger et encourager l'usage des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable. Donc, la Convention sur la diversité biologique reconnaît l'existence d'une interdépendance entre diversité biologique et diversité culturelle. Mais c'est un aspect bien particulier et circonscrit de la dimension culturelle qui est intégrée à la Convention sur la biodiversité, celui des savoirs autochtones, en tant qu'il s'agit d'un savoir propre à garantir l'utilisation durable de la biodiversité. Donc on voit que la dimension culturelle n'est pas totalement absente du droit international de l'environnement contraignant, mais elle demeure, cela dit, extrêmement limitée. Elle est limitée d'abord parce que malgré l'existence de centaines de conventions internationales de protection de l'environnement, il n'y en a que 2 véritablement qui reconnaissent de manière significative l'existence d'interactions entre environnement et culture. Et elle est limitée ensuite car la première de ces 2 conventions est une convention ancienne dont les prédictions, s'agissant du lien entre les deux éléments, n'ont pas véritablement été suivies des faits. Et puis la deuxième, la Convention sur la biodiversité, si elle prend acte du lien entre environnement et culture, c'est sous une forme bien circonscrite, celle des cultures autochtones principalement. Donc on aurait pu croire que les instruments non juridiquement contraignants seraient, eux, plus loquaces sur la relation entre environnement et culture, justement du fait qu'ils ne sont pas soumis aux contraintes de la juridicité. Pourtant, ce n'est pas le cas. Là encore, la culture est la grande absente des textes environnementaux. Donc la déclaration de Stockholm de 1972, qu'on a mentionnée tout à l'heure, ne fait absolument aucune référence explicite à un lien quelconque entre culture et environnement. Bon, on peut quand même imaginer que la notion de culture est sous-jacente à certains paragraphes du préambule de cette déclaration, mais cela dit, il demeure que le mot culture n'apparaît pas dans la déclaration de Stockholm de 1972. Le mot culture apparaît, cela dit, dans la déclaration de Rio de 1992, mais il n'apparaît en fait qu'en passant une seule fois au sein du principe 22, pour lequel les États devraient reconnaître l'identité, la culture et les intérêts des populations autochtones et autres collectivités locales. Donc là encore, il y a une référence à la culture, mais tout comme dans la Convention sur la biodiversité, ce n'est que dans le contexte spécifique des populations autochtones et de leur savoir traditionnel. La culture n'a guère plus de place dans les documents qui sont issus du Sommet mondial du développement durable de 2002. Il n'y a là qu'une seule référence à la culture au sein du plan d'action qui est annexé à la déclaration politique. Et ce plan d'action stipule dans son paragraphe 5 que le respect de la diversité culturelle est essentiel pour assurer un développement durable et faire en sorte que ce type de développement profite à tous. Alors là, certes, la reconnaissance de la relation avec la culture est plus claire et elle n'est plus limitée à la dimension des cultures traditionnelles, mais par contre, il demeure que ce n'est qu'une seule mention, donc c'est un peu comme une goutte d'eau perdue dans un océan de recommandations. Finalement, la communauté internationale n'a pas saisi l'occasion de combler le vide de la relation environnement-culture récemment au sommet Rio+20 de juin dernier, puisque le document Zéro Draft, qui est issu du sommet, se contente essentiellement de reconnaître
que toutes les cultures et civilisations peuvent contribuer au développement durable. Mais c'est à nouveau bien peu de choses. Donc, ce qu'on peut dire au final, c'est qu'il n'y a certes pas un silence total du droit de l'environnement sur sa relation à la culture, mais à nouveau, étant donné l'ampleur du droit international de l'environnement, étant donné le nombre de documents juridiques relatifs au droit de l'environnement, les mentions de la dimension culturelle demeurent extrêmement rares et au final, à l'heure actuelle, le droit international de l'environnement ignore encore beaucoup la dimension culturelle. Donc ce sera d'autant plus intéressant d'examiner de quelle façon est-ce que peut-être le développement durable pourrait faire entrer la notion de culture. On y reviendra dans quelques minutes. Hélène Ruiz-Fabry, la relation entre culture et commerce, il y a des choses à dire quand même sur le sujet, mais ma question au-delà de ça, on a placé beaucoup d'espérance dans la Convention de 2005 pour faire évoluer cette relation entre culture et commerce. La Convention est encore jeune. Est-ce que déjà il y a des effets où la relation est à un point plutôt stable? Il n'y a pas véritablement eu d'évolution de la relation commerce-culture depuis l'adoption de la Convention de 2005? Alors, c'est assez difficile à évaluer, à dire vrai. La relation commerce-culture est solide et ancienne. Le commerce connaît très bien la culture et la culture a une dimension économique extrêmement importante. Donc il faut garder cet élément en tête, je crois. Les biens et services culturels sont une composante extrêmement importante du commerce international. Donc dans cette mesure-là, le droit international du commerce connaît extrêmement bien la culture. Maintenant, la question est plutôt celle de la protection ou la préservation de la diversité culturelle ou de la diversité d'expression culturelle. Alors, la Convention de 2005 a, je crois, produit un effet, mais un effet qui reste stable pour le moment, au sens où la négociation de la Convention et sa conclusion ont provoqué une prise de conscience au plan international. Juste après l'échec de l'exception culturelle à l'OMC, alors généralement je me fais critiquer quand je dis que l'exception culturelle a échoué parce que j'ai toujours l'air de remettre en cause un slogan que les milieux culturels notamment aiment tout particulièrement. La juriste que je suis doit à la vérité de dire qu'un régime d'exception culturelle en droit n'existe pas et n'existera plus au plan du droit international du commerce. C'est fini depuis 1994. Et derrière, le slogan de remplacement a été la diversité culturelle déclinée au plan positif dans la diversité des expressions culturelles. Et toute la réflexion qui a mené à l'élaboration de la Convention de l'UNESCO de 2005 a provoqué une forte prise de conscience au plan international. Beaucoup de pays n'étaient pas conscients des conséquences, des engagements qu'ils pouvaient prendre au plan commercial sur leur marge de manœuvre concernant les politiques culturelles et le développement de leurs industries culturelles. Et ce constat est particulièrement vrai pour les pays en développement. Donc, de ce point de vue-là, la négociation de la Convention à l'UNESCO, qui a attiré un très grand nombre d'États, c'était une des négociations où il y a eu le plus grand nombre de participants, entre de l'ordre de 120 délégations étaient présentes à permanence et presque 150 délégations étaient présentes lors de la dernière session, de la phase finale de l'élaboration de la Convention. Donc, c'est beaucoup, ça représente les 3/4 des États quand même. Donc il y a une très forte prise de conscience qui s'est articulée autour de la Convention et on peut penser, mais c'est hypothétique, que cela a empêché un certain nombre d'États de prendre des engagements commerciaux qu'ils auraient pris autrement concernant l'ouverture de leur marché de biens et surtout de services culturels. Mais je dirais, j'en reste à l'hypothèse parce que quand une pratique consiste dans une abstention, ne pas prendre d'engagement, elle est évidemment difficile à vérifier. Elle est d'autant plus difficile à vérifier que de toute façon les négociations à l'OMC dont on craignait beaucoup dans le cadre du cycle de Doha se sont complètement enlisées pour des raisons assez extérieures en réalité à la problématique culturelle, mais celle-ci en a fait partie. Mais néanmoins, je reste convaincue que cet effet de dissuasion a joué de manière forte, effet de prise de conscience, ce qui voudrait dire que la Convention a accompli une bonne partie de son effet, de son efficacité dans sa simple conclusion.
Je ne suis pas en train de vous dire pour autant qu'elle est inutile, mais si vous voulez, les développements concrets auxquels elle donne lieu, les incitations qu'elle véhicule en direction des États pour la mise en œuvre de politiques culturelles sont là encore assez difficiles à mesurer et le sont d'autant plus qu'on est depuis quelques années dans un contexte de crise qui ne favorise pas l'orientation des ressources disponibles vers les politiques culturelles. On l'observe dans tous les États, y compris dans les pays développés qui ont les politiques culturelles les plus sophistiquées. Donc on est, vous voyez, dans un contexte qui rend l'appréciation à coup sûr difficile. Et en même temps, quand on a suivi le dossier depuis longtemps, on perçoit néanmoins ces effets. Maintenant, le défi, c'est précisément de renouveler l'efficacité de la Convention, d'en faire je dirais un pilier ou un point d'appui encore plus solide pour le développement de politiques culturelles. Je pense que précisément cette capacité à nourrir la problématique du développement durable et par ce biais à faire passer par porosité des préoccupations culturelles dans d'autres champs est un élément, une composante particulièrement importante de cette Convention. Et le fait notamment qu'il y ait une volonté permanente de faire l'inventaire de tout ce qui se fait dans ce champ-là, c'est un moyen d'accumuler de la pratique. Et la pratique au plan international, c'est pas du tout indifférent. En réalité, ça participe au processus juridique d'une manière qui n'est pas toujours extrêmement visible ni extrêmement perceptible, mais avec un phénomène de sédimentation et d'accumulation qui à terme peut être important. Donc je compense le pessimisme de mon propos précédent par l'optimisme de mes projections sur le futur. Donc, il y a un potentiel. La notion de développement durable véhicule un certain potentiel pour faire, si je puis résumer ainsi, circuler plus librement les valeurs culturelles au-delà du système culturel que représente l'UNESCO. C'est intéressant, ça nous amène justement à nous tourner vers l'avenir. Ça nous amène à envisager les choses différemment. Si je prends le rapport commerce-culture, on l'a souvent envisagé d'un point de vue concurrentiel, et d'ailleurs la négociation l'a prouvé. On s'est beaucoup attardé pendant la négociation sur cette question de la relation entre les traités, où on se demandait quelle convention allait prédominer sur quelle autre convention, et derrière cela, c'était quelle valeur allait prédominer sur quelle valeur dans quel contexte. Le développement durable, ça nous place dans une autre logique, ça nous place dans une logique de conciliation, et non pas de chercher à savoir quelle valeur doit avoir préséance sur l'autre. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant de changer de discours et de passer plutôt par le canal du développement durable. Je vous redonnerai la parole dans quelques minutes pour savoir comment est-ce que tout cela peut s'articuler au sein du droit de l'environnement, au sein du droit international du commerce. Je pense que de prime abord, il y a aussi le droit international de la culture qui doit prendre ses responsabilités à cet égard. Dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, il y a un pas important qui a été franchi. Il y a un lien qui a été créé en droit international de la culture entre culture et développement durable. Maintenant, je pense que ce lien véhicule un certain nombre d'ambiguïtés encore, et on se rencontre au niveau de la mise en œuvre des conventions, et en particulier des dispositions qui font état de ce lien. Je parlais tout à l'heure de la définition du patrimoine culturel immatériel, où on dit que c'est seul le patrimoine culturel immatériel conforme au développement durable qui doit être pris en compte dans cette convention. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on regarde les directives opérationnelles de la Convention de 2003, il n'y a rien sur le sujet. Alors, quand vient le temps de définir les éléments du patrimoine culturel immatériel qui doivent être inscrits sur les deux listes qui sont créées par la Convention, la liste du patrimoine représentatif de l'humanité et celle du patrimoine en danger, comment est-ce qu'on définit un patrimoine culturel immatériel conforme au développement durable? Parfois, c'est facile, des techniques de chasse et de pêche traditionnelles, mais qui ont pour effet de menacer complètement certaines espèces ou qui sont sur le point de disparaître.
on peut se douter que ce sont des pratiques non conformes au développement durable. Mais qu'en est-il, par exemple, de l'exploitation, de la protection d'un territoire où se déroulent certaines pratiques culturelles, mais qui empêchent par ailleurs l'exploitation de minerais, qui serait très important pour le développement économique d'une région. Il y a une tension là entre culture, entre environnement, entre économie. On n'a pas les clés encore pour résoudre ces questions-là. Donc, est-ce que c'est non conforme au développement durable parce qu'on empêche le développement économique puisqu'on protège le territoire qui permet à la pratique culturelle de persister? Il y a des défis au niveau de la mise en œuvre et c'est la même chose avec l'article 13. On dit intégrer la culture dans le développement durable. Premièrement, c'est la culture au sens large. Donc, ce ne sont plus seulement les expressions culturelles, mais ce sont aussi les valeurs, les identités. On peut lier à cela les langues. Les défis sont importants pour les décideurs publics qui doivent mettre en œuvre cette disposition. Et les directives opérationnelles, cette fois, vont un peu plus loin. Peut-être pour guider les États, mais encore, je pense qu'il y a lieu de préciser de quelle manière est-ce que les États doivent intégrer la culture. On a des exemples de bonnes pratiques. Je pense, j'ai bien connu l'agenda 21 de la culture du Québec. Je pense que c'est un très bon exemple de mise en œuvre de l'article 13 et c'est un bon exemple, notamment pour une raison, une question qui m'a beaucoup préoccupée parce que j'ai participé au processus d'élaboration de cet agenda, parce qu'on y intègre des principes de développement durable. En environnement, on a donné suite à l'incorporation du concept de développement durable en précisant des lignes directrices qui doivent être suivies par les États, et ces lignes directrices sont des principes de développement durable. Je suis toujours surprise qu'on n'ait pas encore le réflexe de reprendre ces principes qui sont pourtant tout aussi présents dans les conventions culturelles. Pour des raisons historiques d'ailleurs. On a des dispositions dans les accords environnementaux que l'on qualifie de principes de développement durable, que l'on retrouve presque de la même façon dans les accords culturels, mais là, on ne les appelle plus principes de développement durable. Pourtant, ce serait, il me semble, un précieux outil à la disposition des États qui doivent mettre en œuvre des dispositions qui établissent le lien entre culture et développement durable, que d'identifier, peut-être éventuellement par une révision des directives opérationnelles, plus spécifiquement ces principes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces principes? Bien, ils guident les États vers la voie de la conciliation. Ce sont, premièrement, le principe d'intégration qui est au cœur même du développement durable. On en a parlé depuis hier d'intégration, mais ça va au-delà de cela. C'est de la prévention, c'est de la précaution. Ce sont des mots, je ne vais pas les définir, mais ce sont des mots, je suis certaine, qui vous parlent. C'est la protection des ressources menacées, c'est la participation du public, l'équité, le souci d'accès équitable aux ressources culturelles en l'espèce. Donc, je pense qu'il y a moyen d'aller plus loin dans l'opérationnalisation de ce lien. Il y a moyen, surtout, et Hélène Ruiz-Fabry a bien introduit la question, de se servir du développement durable comme levier pour faire circuler, aller au-delà des accords culturels. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus, avant de vous repasser la parole, l'article 21 nous y invite. Parce que l'article 21 nous amène à promouvoir les objectifs de la Convention dans les autres forums internationaux. Mais c'est un article qu'on manipule avec beaucoup de délicatesse à l'UNESCO, voire même qu'on essaie d'éviter de manipuler parce qu'il a 20 et 21 sont très liés comme articles. Ils ont créé des tensions au cours de la négociation, mais il y a tout un potentiel ici de se servir de ces articles pour aller dans les autres champs du droit international et permettre à la culture, via le développement durable, de pénétrer ces autres accords. Donc, si on se tourne vers l'avenir, très brièvement vers l'avenir, parce qu'on va se tourner aussi vers le public dans Virginie Barral, qu'en est-il du potentiel de la notion de développement durable pour faire entrer la culture dans le droit de l'environnement? En effet, Véronique, comme tu le dis très bien, puis comme le disait Hélène tout à l'heure, le développement durable est un concept passeur. Donc, c'est un concept qui permet la circulation d'autres concepts juridiques et il va permettre de faire pénétrer, éventuellement, le droit de la culture au droit international de l'environnement. Donc, la culture va pouvoir pénétrer le droit international de l'environnement du fait de la nature même du développement durable. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une notion transversale, c'est une notion holistique qui a vocation à s'appliquer à quasiment l'ensemble des activités humaines. Donc si la vocation à s'appliquer à l'ensemble
l'ensemble des activités humaines, il a vocation à s'appliquer à la culture, elle aussi, comme on l'a vu ce matin, comme vous l'avez vu hier, la culture a vocation à appartenir au développement durable. Donc, de ce fait-là, si la culture est une dimension qui influe sur la réalisation du développement durable, on pourra ramener la culture dans le giron du développement durable et de ses exigences. Or, le principe clé de la réalisation du développement durable, comme le disait Véronique tout à l'heure, c'est le principe d'intégration. Donc c'est par l'intégration des préoccupations environnementales au projet de développement économique et social qu'on peut espérer tendre vers le développement durable. Et ce qui vaut pour la dimension économique ou la dimension sociale vaut bien évidemment pour tout secteur qui influe sur la réalisation du développement durable, dont le domaine culturel, si tant est qu'il est reconnu comme le 4e pilier du développement durable. Donc la réalisation du développement durable va impliquer l'intégration, en ce sens, de la dimension culturelle aux politiques et projets environnementaux. Et de ce fait-là, elle va pouvoir pénétrer le droit international de l'environnement. Donc concrètement, comment la culture peut-elle pénétrer le droit international de l'environnement ? Bien, tout d'abord, d'un point de vue de pure technique d'interprétation judiciaire, le juge international peut avoir un rôle à jouer là-dedans. La jurisprudence internationale qui est relative au développement durable a montré jusqu'à présent que le principe de développement durable implique, ou du moins autorise, le juge à interpréter des traités de façon assez dynamique. C'est-à-dire que c'est en se basant sur le développement durable, en recourant au développement durable, que le juge a pu justifier, a pu autoriser la prise en compte du droit moderne de l'environnement pour interpréter des traités relativement anciens qui ne faisaient pas référence à l'environnement en tant que tel. Ce fut le cas dans certaines affaires du droit de l'environnement, comme l'affaire Gapchikovo-Naguimaros ou l'affaire du Rhin de fer, ou même une affaire récente, celle des usines à papier sur le bord du fleuve Uruguay. Donc dans ces 3 cas, on a pu réintégrer les préoccupations environnementales au sein de traités qui ne faisaient pas référence à l'environnement en particulier. Donc par extension, on peut parfaitement imaginer que si le juge était amené à interpréter un traité environnemental, le développement durable l'autoriserait à réintégrer la dimension culturelle dans l'interprétation de ce traité environnemental, si tant est que le différent... si tant est que la culture participerait dans cette affaire à la réalisation du développement durable et qu'elle justifierait le recours à cette interprétation dynamique du traité de droit de l'environnement. Donc par ce biais-là, la culture pourrait pénétrer le droit international de l'environnement a posteriori par la voie de l'interprétation juridique. Maintenant, au-delà de la pure technique interprétative, le développement durable peut aussi inciter à l'intégration de la dimension culturelle au droit international de l'environnement dans certains domaines où les liens entre culture et environnement sont particulièrement saillants. Et là, je voudrais prendre un seul exemple très rapidement, qui est celui des changements climatiques. Donc, les liens entre culture et environnement, s'agissant des changements climatiques, sont évidents. Les cultures humaines ont un impact sur les changements climatiques. Simplement, par exemple, les cultures occidentales sur les modes de consommation de masse ont nécessairement un impact sur les changements climatiques. Et inversement, les changements climatiques ont un impact sur les cultures puisque le réchauffement planétaire menace certaines cultures autochtones, comme on a pu en parler tout à l'heure. Donc là, il y a une interdépendance certaine. Et donc, forcément, il va y avoir la possibilité d'interaction et de faire pénétrer la culture au droit international de l'environnement, puisque, par exemple, l'utilisation des savoirs traditionnels peut aider à lutter contre les changements climatiques. Donc la voie est ouverte pour la pénétration de la culture au droit des changements climatiques, d'autant plus que le droit des changements climatiques est basé sur une convention qui est très flexible, ayant à l'esprit le principe de développement durable qui doit prendre en compte l'élément temporel, donc une perspective à long terme qui demande une ouverture des régimes juridiques qui puissent s'adapter aux nouvelles découvertes scientifiques, environnementales, sociales, économiques, etc. Donc comme le régime du climat est un régime ouvert, basé sur le développement durable, il est perméable à la culture.
Donc, à l'avenir, on peut parfaitement faire intégrer la culture au régime climatique. Oui. Je vais reprendre la parole parce qu'avant de passer aux questions... Oui, et peut-être Mme Maurice Fabrice. Oui, c'est ça, exactement. On est intéressé à savoir est-ce qu'il y a aussi un potentiel du côté du... Vous avez ouvert la porte à cette question. Oui, j'ai déjà ouvert la porte, donc je vais être extrêmement brève, simplement pour rappeler qu'il y a toujours les mêmes deux dimensions à la culture ou à la diversité culturelle en relation avec le commerce ou avec les dimensions économiques. C'est-à-dire que du point de vue du développement durable, la culture a deux aspects. L'une, c'est intégrer les dimensions d'identité culturelle en tant que, si l'on respecte ces éléments d'identité culturelle, si l'on évite les phénomènes d'acculturation liés à la mondialisation, on peut faciliter aussi une appropriation des phénomènes ou des mécanismes de développement par les populations. Donc, je crois que c'est une dimension extrêmement importante. Mais l'autre dimension importante, j'y reviens, c'est la dimension économique de la culture. La culture est également un facteur de développement parce qu'elle est génératrice de profit, tout simplement. Elle est génératrice de richesse. Et ce qui est en cause là, ça n'est pas tant le fait que la culture ait cette dimension économique, parce que je crois qu'il faut le reconnaître, ça a toujours existé, mais c'est le fait que les structures des marchés soient extrêmement asymétriques et déséquilibrées. La question, ça n'est pas tant de faire comme s'il n'y avait pas d'argent dans la culture, il y en a et il y en faut. La question, c'est la façon dont ces ressources sont réparties, et l'idée du développement durable par rapport à cela joue en faveur d'un équilibre et d'une meilleure répartition. Donc l'interaction en ce sens-là est également intéressante et fructueuse pour l'avenir. Ma dernière phrase, c'est pour dire simplement que tout ce que je suis en train de dire, vous voyez, je joue au yo-yo en permanence, c'est que c'est très bien, mais tous les équilibres sont en train d'être bouleversés par les changements technologiques et notamment tout ce qui se passe dans le monde du numérique. Et là, de ce point de vue-là, je dois dire que les choses deviennent très imprévisibles, un petit peu pour tout le monde, et qu'il faut en tenir compte. Très bien. Alors, Véronique Guèvremont, Virginie Barral, Hélène Ruiz Fabry, merci beaucoup.